Je vous remercie de m'avoir invitée. Je suis très contente de venir présenter certains des résultats. Ce sont des travaux que j'ai menés seule ou en collaboration avec Soraya Boudia depuis une dizaine d'années. Ma spécialité, entre guillemets, ce sont les pesticides et les problématiques de pesticides, de santé liées aux pesticides. Mais j'ai aussi fait un ensemble de travaux sur les problématiques plus générales de contamination chimique, de contaminants chimiques et la manière dont on les gouverne. Alors je reviendrai sur cette notion de gouvernement. Ici, ce dont je vais parler ce matin, c'est je vais essayer d'ouvrir des pistes de travail ou de questionnement et quelques résultats pour une question qui peut paraître un peu bête, peut-être au départ, sur pourquoi est-ce que les contaminants chimiques sont impossibles à maîtriser. Cette idée de maîtrise impossible de contaminants chimiques environnementaux qui ont des effets sanitaires, des effets environnementaux à la fois locaux et globaux et extrêmement complexes. Alors, il y a cette idée de unruly technologies qui apparaît dans la littérature. Les substances chimiques peuvent être considérées comme des technologies au sens anglais du terme, dans le sens où elles sont le résultat d'un travail technologique et d'un travail scientifique et technique important, et qu'elles sont souvent pas en tant que telles, elles sont dans tout un ensemble de produits qui sont souvent de haute qui requièrent de haute inscrite ou partie de produits qui sont de la haute technologie. Si vous prenez un ordinateur de ce type-là, il y a beaucoup de substances chimiques et de substances chimiques qui sont extrêmement dangereuses. L'idée de unruly, c'est cette idée de fait qu'on ne peut pas maîtriser, qui a d'abord été travaillée par un sociologue. Il y a une première présentation qui s'appelle Brian Wine sur des questions de contamination nucléaire. Il a travaillé autour d'une centrale nucléaire et de controverses nucléaires, mais elle a été reprise aussi par un sociologue des sciences qui s'appelle Jody Roberts, qui a travaillé aussi beaucoup sur les contaminants chimiques et en particulier sur les plastiques, les problématiques de plastique, et où il y a cette idée de unruly. J'aime beaucoup cette idée de unruly, cette idée qu'on ne peut pas maîtriser. Peut-être pour commencer, je vais juste vous raconter une anecdote. Il y a 3 ans, j'ai été invitée à commenter une session sur les Material Sciences, donc des gens qui présentaient des papiers sur les nanotechnologies, le travail de R&D en nanotechnologie et en bio-nanotechnologie. Et c'était en Grande-Bretagne, et c'était des papiers très sérieux, très intéressants sur ce travail de R&D, sur ces nouvelles technologies. Mais la première remarque que j'ai faite, c'est voilà, on est dans le monde de la R&D et tous vos matériaux que vous êtes en train de développer, que vous développez, ont l'air très well behaved. Donc, ils ne posent pas de problème, mais quand ils posent des problèmes, ce sont des problèmes techniques, technologiques, pour arriver à en faire des technologies qui fonctionnent sur en quoi on veut les objectifs sur des machines qu'on veut en faire. Voilà. Et dans mon monde à moi, ils sont vraiment unruly, c'est-à-dire qu'ils ont des tas de propriétés qui n'ont pas été envisagées, qui se dévoilent une fois qu'ils sortent du laboratoire de R&D, qu'ils sont mis en circulation en grande quantité dans l'environnement, dans ces objets dans lesquels ils sont intégrés et qui posent des problèmes. Et d'un seul coup, on découvre des tas de propriétés inattendues et des propriétés qui ne sont pas nécessairement bénéfiques, bien au contraire. Et c'est un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas dans le monde de la R&D toutes ces propriétés toxiques ou potentiellement dangereuses. Et comment, alors il y a différentes hypothèses de travail, mais celle que je vais explorer un petit peu ici, c'est parce que comment est-ce qu'on gouverne ces substances, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte à la fois
quels sont les dispositifs, c'est comment fonctionnent, quelles sont la nature des dispositifs qui sont faits, qui ont été mis en place par des gouvernements, par des industries, par des organisations internationales, pour prendre en charge les effets potentiels négatifs de ces substances chimiques toxiques. Et c'est de réfléchir un petit peu sur la nature de ces dispositifs et sur quels effets ils peuvent avoir. Donc, un petit peu l'objectif de ce que je vais vous raconter maintenant. Donc, je vais vous montrer un petit peu je vais essayer d'articuler différentes choses. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout montrer ou tout dire, mais l'idée qu'il y a, qui est une idée qu'on a travaillé beaucoup avec Soraya Boudia de manière différente, qu'il y a une transformation du gouvernement de ces substances chimiques toxiques depuis 1945 dans à la fois les discours qui sont mis en œuvre, mais aussi la nature des instruments et des outils que déploient les institutions de régulation pour contrôler ou tenter de contrôler les effets négatifs des substances chimiques toxiques. Voilà, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est il y a une transformation aussi de la matérialité des problèmes. Et je pense qu'ici, vous êtes assez conscients, l'environnement, l'eau, l'air, la terre, le sol, etc., ne sont plus les mêmes que ceux qui existaient en 1950. Et c'est en partie ou en grande partie dû à un déversement extrêmement conséquent de dizaines de milliers de substances dans des quantités qui sont dans des combinaisons et dans des quantités qui sont exponentielles en permanence, et qu'on n'est d'ailleurs plus capable de quantifier aujourd'hui. Et il y a une vraie transformation de la matérialité de l'environnement et donc de la matérialité des problèmes. On n'est plus dans les mêmes problèmes que dans les années... Enfin, en tout cas, il y en a d'autres et de nouveaux qui ne cessent d'apparaître depuis les années 50. Et on peut remonter aussi avant parce que ce qu'on appelle l'ère chimique commence bien avant. C'est l'idée aussi que savoir scientifique, savoir d'expertise, savoir de régulation, ce qu'on appelle qui sont utilisés dans les dispositifs de régulation, de contrôle des substances développés par les États ou par les industries ou souvent ensemble, ce qu'on appelle les regulatory knowledge, ce n'est pas la même chose. Souvent, on les présente comme tous scientifiques, mais derrière ce vocable de scientifique, en fait, il est polysémique. C'est pour moi un problème. C'est quelque chose qui fait de la confusion, qui crée de la confusion, mais une confusion qui est utile. Parce que on va présenter des savoirs de régulation qui ne sont pas du tout produits par des savoirs qui sont produits par des agences, qui ne sont pas produits du tout suivant les canons des sciences, des sciences qui peuvent traiter des problèmes. C'est même exactement le contraire de plus en plus. On est dans des mondes totalement différents et opposés. Et on va les présenter comme scientifiques. Les gens qui travaillent dans ces institutions vont considérer qu'ils font de la science, pas toujours, mais souvent de manière assez honnête, et alors même qu'ils excluent le travail scientifique, le travail en tout cas de recherche, même dans ces méthodes même de leur propre travail. Et puis, il y a aussi cette idée des savoirs d'expertise qui est un peu complexe et qui peut répondre à des choses, recouvrir des choses très différentes. L'essentiel de ce qui est produit aujourd'hui dans la régulation repose sur la mise en œuvre de ce qu'on appelle des outils et instruments de régulation. En anglais, on utilise le mot « science-based regulatory tools », mais l'important, c'est « science-based », c'est ce « based ». Et j'essaierai de revenir un petit peu d'où ça vient, et ce que ça veut dire, et ce que ça recouvre. Donc toutes les agences de régulation qu'on peut imaginer qui sont chargées de produire de la connaissance dite scientifique ou des savoirs pour informer les décisions publiques ont des outils spécifiques qui ne sont pas ceux de la recherche, qui sont différents mais qui s'appellent science-based tools. Et je vais essayer de caractériser des systèmes de gouvernement actuels des toxiques, mais on verra comment ça se déploie.
Alors peut-être que pour commencer, je ne suis pas sûre qu'on ait... il y a quelque chose qui se passe quand même dans les années 50-60. Même si la question des substances chimiques toxiques et de leurs effets sur l'environnement est ancienne, je pense qu'il faut remonter peut-être pour comprendre ce qui se passe, si on fait de l'histoire. J'ai eu ma première formation historienne au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle avec le développement de la chimie lourde. Il y a une autre phase qui se met en place après une extension des industries à la fin du XIXe siècle. Et si on regarde cette image, elle a été produite en 1894, ça représente la chimie vénéneuse, empoisonneuse et sophistiqueuse. À la fin du XIXe siècle, il y avait Robida, c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux sciences. Et il fait un livre sur comment il imagine la fin du XXe siècle. Et la question de la chimie, voilà comment il représente la chimie avec des caricatures et donc des pollutions de partout, mais des pollutions dans tous les produits. S'il l'imagine comme ça, c'est qu'il y a déjà beaucoup de problèmes à la fin du XIXe siècle, dans le dernier tiers du XIXe siècle, avec des cosmétiques, des aliments, avec des médicaments, etc., etc. Et que c'est des controverses publiques. Donc il a cette représentation-là justement d'une chimie qui nourrit des développements industriels, mais qui en même temps a des effets qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc je vais revenir. Mais il y a quand même un changement d'échelle dans les années 50-60. L'apparition pendant la Seconde Guerre mondiale, le projet Manhattan et ce qui a été lié à la Seconde Guerre mondiale, on l'associe beaucoup à la bombe atomique, mais il y a aussi beaucoup d'autres champs qui vont être développés et accélérés dans un laps de temps. Et un des champs, ça va être la chimie de synthèse. Et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les industries ont développé aussi des capacités de production parce que l'État américain l'a demandé à ces industries chimiques pour produire des substances ou des molécules ou des produits dont on avait besoin pendant la guerre. Et par exemple, un insecticide qui s'appelle le DDT, qui est un produit de la chimie de synthèse, qui va être le plus connu, mais il est vraiment lié au projet Manhattan et à des demandes fortes de l'industrie américaine. Il y a plein d'autres produits. Et donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'industrie chimique américaine d'abord, a les capacités, les outils de produire des substances nouvelles en permanence. Le principe de la chimie de synthèse, c'est ça. On peut produire des centaines de substances par jour, on les teste, si elles peuvent servir à quelque chose, on leur trouve un usage. Et voilà, on les met en circulation. Et c'est quelque chose qui change et qui se généralise et s'industrialise très vite dans les années 50-60. Et donc on a donc c'est une belle image de Union Carbide qui va être l'entreprise qui possédait l'usine de Bhopal quand elle a explosé. Mais voilà, Synthetics. Which vessels a better life for you? Et c'est l'idée que cette nouvelle chimie apporte de nouveaux produits en quantité dans tous les domaines qui sont vraiment utiles. Et ça va très vite pour vous donner Arnold Lehmann, qui est la Food and Drug Administration, qui dirige le service de toxicologie de la Food and Drug Administration. Là, il écrit c'est en 54. Hein. Donc, en 1954, on estimait déjà qu'il y avait une centaine de catégories d'additifs et de contaminants alimentaires aux États-Unis. Et sur cette centaine de catégories, il pouvait y avoir plusieurs centaines de substances dans chacune des catégories. Quelquefois une dizaine, mais quelquefois plusieurs centaines. Donc, et on est en 54. Alors en Europe, on n'en est pas encore là. On sort juste des logiques de fin. On commence juste à avoir une sécurité alimentaire. Mais c'est juste un exemple de ce que ça veut dire cette arrivée de dizaines de milliers de nouvelles substances comme ça. Et évidemment, il n'y a absolument aucun contrôle, a priori, évaluation de la toxicité qui est fait. C'est des autorisations. Et le système de régulation qui se met en place dans les années 50-60
pour certains types de produits, et on va commencer par les aliments par exemple, se met en place beaucoup plus lentement et de manière beaucoup plus lacunaire, beaucoup plus extrêmement limitée face à cette déferlante de nouveaux produits, de nouvelles substances et de nouveaux usages, dans des quantités extrêmement différentes. Donc à la fois les scientifiques, les sciences qui vont s'intéresser à ces types de questions sont un peu en retard, parce qu'ils ne peuvent pas suivre, mais aussi les systèmes étatiques ou internationaux qui commencent à réémerger, à s'emparer de ces questions, sont aussi déjà très en retard par rapport à ce qui a déjà été déversé, ce qui est en cours. Et donc, il y a des formes de situations, de faits accomplis aussi, qui sont mis en œuvre. Et ces logiques-là, on les retrouve en permanence jusqu'à maintenant. Hein. On est vraiment dans ces logiques-là aussi encore aujourd'hui pour tout un ensemble de substances. Ce qui se passe dans les années 50-60, c'est qu'on va développer un discours. Alors, je dis un discours, hein, ce n'est pas ce que je vous ai dit, c'est un discours qui est issu de la première moitié du XXe siècle. Et ce discours, c'est l'idée qu'on peut confiner et maîtriser, c'est vraiment le discours de la maîtrise, et qu'on peut confiner, qu'on peut maîtriser tous ces dangers, et ce qu'on appelait les débordements industriels au XIXe et dans l'entre-deux-guerres. Et comment est-ce qu'on confine et on gère ces problèmes? C'est-à-dire qu'on essaye de concentrer les problèmes dans des zones géographiques particulières, ce qui fait que dans les zones industrielles où vivent les gens qui y travaillent, donc souvent les gens les plus pauvres, c'est les zones les plus contaminées, et ça c'est des logiques très anciennes, et on essaye de préserver d'autres zones de ces contaminations qui sont souvent les zones où vivent les gens les plus riches et les plus... Et donc il y a des lois, hein. La première loi sur les établissements classés françaises qui date de 1806, donc vraiment du début et qui est tradition, c'est une des logiques. C'est sortir les industries des villes, créer des zones industrielles, là où on met les industries les plus dangereuses, mais aussi les plus polluantes, et les populations qui travaillent. Donc c'est vraiment créer un zonage. Donc évidemment, il y a des phénomènes aussi de confiner sur certains types de personnes. Donc il y a aussi des confinements sociaux, mais aussi ce qu'on appelle, on confine avec des outils de régulation ou des normes. Au 19e, c'est par exemple mettre des cheminées beaucoup plus hautes, réduire les temps de travail, ça peut être inspecter des gens, ça peut être inspecter les travailleurs et quand ils présentent des signes de maladie, souvent les licencier, ou trouver d'autres logiques. Enfin, il y a tout un ensemble de normes comme ça qui peuvent être mises en œuvre. Et dans les années 50, on va utiliser beaucoup les normes. On va développer des normes, et des normes qui vont devenir très importantes, la plus emblématique, mais il y en a d'autres, hein, on a du mal, mais celle qui est le plus emblématique pour le gouvernement des substances chimiques toxiques, c'est ce qu'on appelle les valeurs limites d'exposition. Donc, c'est l'idée et qui repose sur l'idée qu'en dessous d'un certain niveau d'exposition, il n'y a pas d'effet ou les effets sont peu importants. Et ce qui est déjà dans les années 50 faux pour un certain nombre au niveau scientifique pour un certain nombre de substances, notamment les substances qui sont considérées comme carcinogènes. Mais c'est quand même la base, c'est cette idée-là, très forte et très importante, qu'on peut arriver à déterminer des doses d'exposition en dessous desquelles les gens exposés n'auront pas d'effet, et qu'on commence à en produire d'abord dans le monde du travail. C'est des dynamiques qui se mettent en place à la fin des années 1940 aux États-Unis et qui se répandent, pas en France. La France va être très réfractaire à ça. C'est que très récemment, sous des pressions européennes, qu'elle commence à instaurer ces systèmes de valeurs limites dans les espaces de travail. Hein. Mais ça se répand quand même. Et il y a évidemment différentes méthodes. L'Allemagne en a produit, c'est le pays qui en produit le plus de ces valeurs limites dans le monde du travail. Et
évidemment, la manière de déterminer ces normes est essentielle, ces valeurs limites. Et donc là, c'est une comparaison qui date de 1958 de ce qui est fait aux États-Unis et en URSS. Et on a des valeurs extrêmement différentes. Donc pour différentes substances. Donc par exemple, l'ail, le plomb, laquelle est le plus différente. Par exemple, le dioxyde de carbone, c'est la troisième, le Kohlenstoff. C'est des concentrations qui sont limites, qui sont vraiment très différentes, quoi. Donc on a des valeurs qui peuvent être vraiment différentes. Et ce travail d'élaboration de valeurs limites, on va aussi le retrouver, va être très important pour les aliments. Pourquoi ? Parce que l'industrie agroalimentaire se développe beaucoup. On vend de plus en plus de produits alimentaires qui sont issus d'une agriculture intensive, mais aussi qui sont transformés. Et cette transformation se fait par l'ajout de beaucoup d'additifs et alimentaires de plein de différentes natures. Il faut des colorants, des conservateurs, des antioxydants, etc., etc., etc. Et c'est extrêmement... donc c'est 1899, hein, pas de... 80, voilà. Et donc, il a vécu assez longtemps. Et donc, c'est différent... c'est donc ces valeurs limites, les aliments, ça va être très important. Et il va y avoir des espaces internationaux où ça va se jouer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un marché à développer. Les pays exportent, les entreprises exportent. Et s'il y a des normes différentes selon des pays, ça complique le développement d'un marché, d'abord internationaux et globaux. Et donc, il y a des travaux dans tout un ensemble d'organisations pour tenter d'harmoniser les choses, de produire des normes. Et ces normes, et il y a tout un ensemble de toxicologues. Dans ces années 50-60, ce sont souvent des académiques. Mais déjà, il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent pour des fondations ou des entreprises qui sont financées par l'agroalimentaire. Et ces académiques, là je vous ai mis René Truhaut parce que ça va être une figure internationale reconnue, enfin vraiment quelqu'un de très très important pour ces questions-là jusqu'à la fin des années 70 dans ces espaces internationaux. Il est français, il a la chaire toxicologie Université de Paris, c'est un très grand mandarin. Il va faire des recherches très pointues, en même temps il va être très lié aux industries et pour les questions alimentaires, il va contribuer à l'élaboration des outils. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer des limites maximum de résidus ou des limites de contaminants. Mais il va développer vraiment les outils, quelque chose qui va être comme la dose journalière acceptable. Tout un ensemble d'outils va vraiment être au centre de ces développements. Mais quand on regarde la manière dont ça a été développé, je l'ai fait, donc je connais très bien, et puis la manière dont c'est ensuite mis en œuvre, on s'aperçoit qu'il y a des renoncements ou des adaptations. Il appelait ça s'adapter à la réalité. Et donc c'était l'idée, c'est vraiment le vocabulaire qui est employé, c'est-à-dire qu'il faut produire des outils qui permettent de prendre en compte et d'anticiper. C'est l'idée qu'il faut anticiper. Est-ce que ça va être acceptable et est-ce que c'est possible technologiquement et économiquement. Donc toute la conception des outils, et ensuite dans la mise en œuvre, évidemment, on va encore plus loin, puisque là, les industries sont encore plus présentes et elles peuvent exercer tout un ensemble entre guillemets, de pression. À cette époque-là, on ne parle pas de lobby, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, mais parce que c'est quelque chose de normal que les industries soient présentes et participent à l'élaboration des normes. Aujourd'hui, on considère que ce n'est pas normal du tout. Mais de fait, tous ces systèmes internationaux, à commencer par le système européen, se sont construits dans le temps avec le fait que la présence, et dans les espaces nationaux aussi, le fait que les industries soient présentes est un fait normal. C'est quelque chose, pas contestable, mais quelque chose qui soit normal. Dans les espaces de régulation, dans tous ces espaces de régulation qui commencent à se mettre en place dans les années 50 et qui se développent ensuite. Cette présence, c'est quelque chose de normal. Et prendre en compte la portée de la norme et ses effets économiques, technologiques, etc., est une dimension normale. Portée de la norme dans le développement des outils et portée de la norme ensuite dans sa mise en œuvre qui nécessite tout un ensemble d'adaptations.
Cependant, c'est même des gens comme Truot ont quand même une activité scientifique donc je vais peut-être passer et donc sont quand même conscients d'un certain nombre de problèmes. Ce confinement est tout de suite mis en échec. Avant même cette idée du confinement, cette idée de la maîtrise et du contrôle est de fait tout de suite mis en échec parce que l'essentiel des substances n'est pas testé. Et même quand, donc, je vous l'ai dit, ces substances sont évaluées, il y a de nombreux problèmes qui se posent, à la fois dans la production des résultats, dans l'interprétation et dans les décisions qui sont finalement prises. Donc c'est vraiment ces logiques d'accommodement. Et quand on va voir les grandes controverses à la fin des années 60, début des années 70 sur le DTT, donc cet insecticide phare, mais qui en fait cache des centaines d'autres produits qui ont été développés dans les années 50-60. On parle que du DTT pour cette période-là, mais de fait, il y a déjà, aux États-Unis, en 64, il y avait 20 000 produits commerciaux pesticides. Et je crois 2 à 3 000 substances de base. Donc on parle que du DTT, mais en fait c'est quelque chose de vraiment plus large. En France, on avait 300 à 400 substances de base au milieu des années 60, mais il y en avait déjà 300 à 400, quoi. Plus tous les produits commerciaux, les mélanges. Mais dans les controverses sur le DTT qui vont attirer vraiment l'attention, c'est dans Science, c'est l'idée, donc on utilise la cybernétique qui se développe à ce moment-là, mais que si on n'a pas la bonne réponse, on refait le programme pour avoir la réponse qu'on attend, quoi. Donc c'est Science qui fait une revue de littérature sur comment est-ce qu'on mesure les résidus de DTT dans le lait. Donc, en fait, ce n'est pas simplement les pratiques, mais c'est aussi des savoirs scientifiques. Les sciences travaillent aussi, elles arrivent en réaction. Et donc, les savoirs scientifiques qui sont produits très tôt, pour la question des carcinogènes en tout cas, il y a cette idée que des carcinogènes, on ne peut pas fixer de seuil pour les substances carcinogènes, qu'il y a des effets sans seuil. Et ça, le premier modèle mathématique qui travaille là-dessus date de 1949. Et c'était des travaux qui ont été produits, je ne vais pas raconter l'histoire, ça serait trop long, mais il y a déjà, c'est une idée qui est très fortement implantée et qui suscite des grandes réunions de tout un ensemble de scientifiques dans des espaces internationaux qui disent, au moins pour les aliments, il ne faut pas qu'il y ait de substances carcinogènes dans les aliments. C'est leur grande... Même pour des gens comme Truot, qui sont pourtant très liés, très investis, disent qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas accepter. Et c'est cette idée que les substances carcinogènes ne doivent pas être dans les aliments. Et il va y avoir un gros travail qui va être tenté. Mais ça ne... Et puis, il y a cette idée aussi qu'il n'y a pas seulement des carcinogènes qui sont sans seuil, mais il y a l'idée qu'il y a des co-carcinogènes. Donc, l'idée qu'il y a des substances toutes seules qui sont inactives, enfin qui n'ont pas d'effet secondaire, mais si on les met avec d'autres, elles vont augmenter les effets des carcinogènes, ou que tous ensemble, elles vont devenir carcinogènes. Il y a aussi l'idée, là on est un peu plus tard, mais qu'il y a des cocktails, l'effet cocktail est beaucoup dans les aliments notamment. Et donc, voilà, avec ces effets cocktails, comment est-ce qu'on les prend en compte ? Mais ce sont des questions finalement qui vont poser beaucoup de problèmes dans ces instances de régulation. La question des effets cocktails, elle va être très largement débattue dans les milieux scientifiques et dans ces espaces de régulation parce qu'il y a encore beaucoup de scientifiques qui font aussi de la recherche, qui publient, etc. Mais ça va être repoussé. Et repoussé, c'est-à-dire que dans les outils qui sont finalement mis en œuvre, qui sont produits, à la fois le discours de la maîtrise continue à être présent, mais dans le même temps, on ne prend pas en compte la problématique des carcinogènes, on ne la prend pas vraiment en compte. Et on se dit qu'on peut, même si c'est problématique, on peut quand même autoriser des substances qui sont carcinogènes dans les aliments, alors qu'il y a un discours public et quelquefois des lois qui les interdisent. Il y en a aux États-Unis, il y a tout un discours public. Et on dit, et les questions type co-carcinogène ou les effets cocktails, ou ce type de questions, on les repousse. C'est-à-dire, on dit on ne peut pas les traiter, c'est trop compliqué, ça ne fonctionne pas dans la régulation. Évidemment, si on se met à les prendre au sérieux, ça veut dire interdire beaucoup de substances, beaucoup plus substances, et les industries sont contre. Elles vont toujours militer pour des évaluations usage par usage, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les autres usages, et substance par substance.
C'est vraiment leur grand... parce que si on sort de ça, on a très vite... ça devient très vite à la fois très compliqué, mais ça veut dire aussi qu'il y a tout un ensemble d'activités industrielles qui s'arrêtent. Et tout ensemble de développement de produits qui s'arrêtent. Ça, on n'en a plus. On n'a plus d'ordinateur, clairement. Ce n'est pas simplement les aliments, mais c'est des vrais dilemmes. Bon, je vais passer un peu à la suite. Ah, il est quelle heure? Je ne vois pas. Je n'ai pas beaucoup d'apprendre. Voilà, excusez-moi. Et dans les années 70, il y a vraiment de très grands bouleversements. Le premier, c'est qu'il y a une nouvelle phase dans ce développement de substances chimiques toxiques, ce qui peut paraître assez étonnant parce que c'est les mouvements des très grandes mobilisations, je vais y revenir, sur les substances chimiques et la pollution. C'est vraiment une explosion du nombre de substances entre 60 et ce mouvement d'accélération de l'utilisation des substances chimiques et de production de nouvelles substances. Donc il y a une évaluation, voilà, en 70, on a c'est 171 millions de dollars et en 2010, c'est 4,12 alors trillions, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, voilà, c'est vraiment une explosion totale de la valeur, mais aussi des quantités qui ont été mises en circulation. Donc on a une nouvelle phase à partir des années 70. Alors même que déjà on a 62 000 substances aux États-Unis qui n'ont pas été testées du tout, qui n'y a absolument rien, et qu'on met, on met un dispositif qui s'appelle TISCA pour les tester, mais de fait en 91 il n'y en aura que 200 qui auront été testés sur ces 62 000 et d'autres seront arrivés. Ça peut paraître paradoxal parce que fin des années 60, début des années 70, c'est vraiment une époque de très grande mobilisation. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui va commencer aux États-Unis, mais qui va être à l'échelle de la planète, avec cette idée qu'on est à une période charnière et que si on n'agit pas maintenant, c'est un peu la fin on parle de la fin du monde, de la fin de la planète, etc., etc. Mais en tout cas, et ça suscite la création il va y avoir des substances phares, les PCB, le DTT, enfin tout un ensemble de substances qui vont émerger, le nucléaire évidemment aussi. Et on va avoir vraiment tout un ensemble d'organisations militantes qui deviennent rapidement transnationales, type Greenpeace, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, les Amis de la Terre, il y en a tout un ensemble d'autres, qui sont quand même des organisations donc qui viennent des États-Unis ou du Canada au départ, pays d'Europe, et qui sont centrées sur le consommateur, le riverain, qui ne sont pas liés aux questions de travail, qui ne sont pas liés aux questions d'inégalité, etc., etc. Voilà, mais ça va être vraiment important. Ça s'inscrit aussi dans toute la critique d'un certain... C'est la fin, par exemple, aux États-Unis, c'est très lié à la critique de la guerre du Vietnam, c'est très lié à des formes de capitalisme, des formes de développement économique. Donc ça s'inscrit aussi dans des questions beaucoup plus larges. Mais c'est extrêmement important et c'est nourri par aussi une explosion de nouveaux savoirs et du développement de nouvelles disciplines. Et c'est lié, il y a plein de dynamiques dans ces productions de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances sur les effets des toxiques, vraiment beaucoup qui sont liés au développement d'un ensemble de nouvelles sciences comme la biologie cellulaire et moléculaire, la mutagénèse chimique, etc., etc., les connaissances sur les... Mais c'est aussi lié au fait que l'environnement est très contaminé et qu'on s'en aperçoit. Et il y a un effet rétroactif, hein, c'est-à-dire que en fait, c'est une production par réaction. Et j'ai discuté beaucoup de ça avec des écotoxicologues ou des toxicologues. Ils sont un peu dans des situations... en fait, la contamination, c'est vachement génial pour eux parce que ça leur permet de travailler, mais même pour des substances, et en même temps, ils sont conscients des effets. Mais même pour des gens de tout un ensemble de disciplines biologiques, parce que ça perturbe, ça permet d'identifier des phénomènes à étudier intéressants qu'on n'aurait pas vus nécessairement. Donc c'est une situation un peu ambiguë. À la fois, ça les aide à s'intéresser à des questions, ils produisent de nouvelles connaissances. Ce sont des gens qui sont très conscients ils sont très conscients mais en même temps qui sont très conscients des effets et qui vont, pour une partie d'entre eux, s'engager dans ces mouvements.
Et par exemple, il y a eu un beau travail qui a été fait sur les groupes de scientifiques qui ont développé la chemical mutagenesis aux États-Unis. Ce sont vraiment des scientifiques qui sont devenus militants, très militants, qui ont à la fois développé un nouveau champ qui n'existait pas, mais qui en même temps se sont engagés et sont devenus militants. Et ça s'est développé ensemble. On a une partie des écotoxicologues aussi qui sont dans ces logiques-là. On a des champs qui vont développer sur des, par exemple, environmental hormones, qui vont développer, qui vont être un champ important pour le développement un peu une décennie plus tard, 1 ou 2 décennies plus tard, de la question des perturbateurs endocriniens. Une partie des gens qui ont développé cette problématique étaient dans ce champ-là. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui se développent et il y a des questions nouvelles qui apparaissent et des dynamiques nouvelles comme le monitoring de l'environnement, l'idée qu'il faut surveiller l'environnement, mettre en place des dispositifs pour surveiller l'environnement et les contaminations à l'échelle de la planète, avec des outils, avec tout un ensemble de nouvelles. Donc vraiment, les contaminations, c'est à la fois une nouvelle explosion de connaissances, et c'est presque une ressource pour le développement, à la fois une ressource cognitive et une ressource sociale pour le développement de nouvelles disciplines et sous-disciplines. Alors pourquoi je vous ai dit qu'on s'attire l'attention? Parce que d'abord, il y a de très grands accidents dans ces années 60-70 qui vont attirer l'attention sur plein de problèmes qu'on n'avait pas envisagés, des substances qu'on n'avait pas envisagées. Donc, je vous en ai mis une liste ici, mais donc qui commence dans les années 60, fin des années 60, et il y a la problématique du distilbène, du DES, et qui sont de différentes natures, mais c'est des grands accidents, des grosses contaminations, et ça attire l'attention sur des substances qu'on n'avait pas envisagées, des effets qu'on n'avait pas envisagés, et ça génère de nouveaux travaux et de nouveaux types d'interrogations. Il y a des problématiques qu'on pense qu'on imagine assez récentes, comme la problématique des faibles doses de perturbateurs endocriniens. En fait, c'est des questions qui commencent à émerger dans les années 70 et en lien avec ces accidents et pas seulement le distilbène. Par exemple, là, c'est un accident c'est une usine qui a eu un accident qui produisait un retardateur de flamme, le PBB, et donc à cause de cet accident, parce qu'il y a eu plein de vaches qui sont mortes, il y a des dizaines de milliers de poulets qui sont morts, c'était dans une zone agricole. On a fait, la toute nouvelle EPA, elle était assez récente, s'est mis à faire et elle avait encore un peu de moyens, c'était avant l'arrivée de Reagan, a fait une enquête, et là c'est vraiment dans une agence pour le coup, a fait des recherches et s'est aperçu qu'il y avait peut-être des effets plus importants à des faibles doses qu'à des fortes doses, qu'il y avait des effets sur la dédendance, etc. Et ça a commencé à se poser la question et c'est une substance perturbateur endocrinien, ces rétardateurs de flamme. Donc des connaissances et des informations apparaissent aussi dans des agences de régulation, là pour le coup dans l'EPA, mais aussi dans ces grands accidents parce que ça génère tout un ensemble de nouveaux et de suivi épidémiologique et de travaux qui n'auraient jamais été faits autrement. Ce qui se passe dans les années 70 aussi, c'est qu'on réalise que au début des années 70, que désormais, toute la Terre est contaminée. C'est vraiment ce moment-là, début des années 70, qu'on prend conscience de ça. Alors, je ne peux pas... Et ça se fait aussi dans le cadre d'une ouverture du dégel de la guerre froide, un petit peu. Et il y a plein de travaux, plein de congrès, mais c'est vraiment le constat. On ne peut plus trouver un espace sur la Terre où il n'y a pas de contaminants. Et on essaye encore, au début des années 70, de créer des espaces qui seraient préservés pour permettre de faire des tests comparés, et on n'y arrive pas. C'est-à-dire on n'arrive pas à trouver d'espaces qui n'auraient pas de contaminants, mais on cherche dans tout un ensemble de lieux où, a priori, il n'y a jamais eu d'activité humaine, mais même ces lieux-là, les plus reculés, sont contaminés. Dès qu'on cherche des contaminants, on en trouve. Et donc, on a cette prise de conscience-là, et c'est l'idée qu'il faut surveiller ces contaminations. Et c'est le début d'une forme de naturalisation des contaminations.
et qui va se traduire par l'idée de nouveaux types le développement, hein, ça se met en place progressivement, mais l'idée du niveau de contamination, alors ça y est, j'ai oublié le nom, c'est en fait environnementalement pertinent. C'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer le niveau 0, il faut considérer déterminer d'abord pour voir s'il y a des augmentations de contamination, des augmentations d'effets, considérer le taux environnementalement pertinent pour le lieu où on réalise des études. Et un autre enjeu qui va se développer un peu plus tard, qui est très présent maintenant, qui se développe, je ne sais pas exactement à partir de quand, mais qui aujourd'hui est très très présent, c'est de savoir si les taux environnementalement pertinents ont des effets sur la santé ou pas. Et notamment des effets à long terme, des effets générationnels sur les enfants, transgénérationnels, etc. etc. Et il y a des zones très contaminées où les taux environnementalement pertinents sont très élevés, où là il y a des effets sans contexte, sans contestation possible, mais il y a plein d'endroits et plein de types de contamination qui peuvent poser des effets à long terme dans des endroits a priori pas si contaminés que ça. Ça se traduit aussi, cette contamination généralisée, par de nouveaux types de problèmes. Par exemple, les personnes qu'on fait aujourd'hui maigrir, qui sont vraiment en surpoids, obèses, avec des systèmes d'opération, qui perdent donc beaucoup de graisse de l'estomac, on est obligé de surveiller leur taux de contaminants parce que les contaminants sont stockés dans la graisse. Comme elles font très vite, ça passe dans le sang sans possibilité d'évacuation et on peut avoir des intoxications aiguës par ce phénomène-là. Et ça sert aussi d'outil de recherche à des toxicologues qui participent à et qui utilisent ces gens pour essayer de déterminer des sauts de contamination, pour essayer de voir les processus justement de relargage dans le sang, etc. etc. Et c'est aussi une autre manière pour les femmes de se débarrasser un peu de leurs contaminants, c'est d'allaiter, parce que ça passe dans le lait. Parce que ça contient beaucoup de gras, le lait maternel, et c'est une problématique qu'on se pose dans les années 70, on la comprend dans les années 70, et l'Organisation mondiale de la santé, dans les années 70, met en place des gros programmes de recherche parce qu'elle encourage l'allaitement pour savoir si cet allaitement est dangereux. Et parce qu'elle est vraiment dans un dilemme, et il y a dans certains endroits, dans certaines zones, c'est vraiment un dilemme important, parce que l'allaitement peut être... Il y a les contaminations in utero, il y a les contaminations avant même la conception, mais les contaminations pendant l'allaitement peuvent être extrêmement importantes, suivant le type de contaminants qui ont été accumulés pas dans tous les endroits, pas partout dans le monde, mais il y a des endroits où ça peut vraiment être problématique. Et cette problématique, par exemple, du lait maternel, c'est vraiment les premiers grands programmes d'études organisés à l'échelle transnationale, datent du début des années 70, sur la problématique du lait, de l'allaitement maternel et de la contamination possible des enfants. Et face à ça, toutes ces mobilisations, elles le disent, vous nous racontez des histoires avec Société de maîtrise totale. Ça part du nucléaire, d'abord, et il faut élaborer un nouveau mode de gouvernement. On ne peut plus défendre l'idée que les outils qui sont développés sont des outils qui vont garantir, ça ne tient plus face aux mobilisations, ça ne tient plus face au savoir scientifique, ça ne tient plus nulle part, de fait. Et même si ça ne veut pas dire que ce discours de la sûreté absolue ne va pas perdurer, hein, on l'entend tous les jours, mais en fait, on établit un nouveau mode de gouvernement. Et c'est d'abord une pensée qui s'élabore dans le nucléaire dès qu'on comprend que les faibles doses dans le nucléaire, et ça arrive très vite à la fin des années 50, ont des effets. Et c'est l'idée du risque. Et c'est l'idée que, alors c'est d'abord très flou, mais c'est l'idée qu'on peut, si les effets économiques et sociaux sont très importants, on peut s'autoriser des gens malades, on peut autoriser un certain nombre de morts, on peut autoriser... et l'important, c'est de le quantifier.
Et donc, on va produire, ça, on va développer, des systèmes de mesure. Ça va être fait progressivement, des outils de régulation qui ne vont plus quantifier le danger, c'est-à-dire les effets toxiques, mais qui vont quantifier le risque, c'est-à-dire l'augmentation, suivant l'exposition, l'augmentation ou la diminution du nombre de malades, du nombre de gens qui risquent de mourir, etc., etc. Et la décision, ça va être intégré notamment dans des valeurs limites ou tout un ensemble de décisions, et il y a tout un ensemble de valeurs limites qui sont construites sur une augmentation du nombre de malades ou de morts, mais pas du tout sur une augmentation, sur une assurance de ce que il y a pas laisse en danger. Et ça va prendre du temps. Et ça va s'opérer. Pourquoi ça prend du temps? Parce que c'est très compliqué. Il y a de nombreux scientifiques qui vont s'investir là-dedans, des mathématiciens, des gens de disciplines très variées, des gens qui vont arriver de l'aérospatial, parce que quantifier le risque, c'est très important dans l'aérospatial, qui vont arriver du nucléaire, qui vont arriver de tout un ensemble de domaines, et qui vont se poser beaucoup de questions, parce que qu'est-ce qu'on quantifie? Est-ce qu'on quantifie les effets sur les générations futures, par exemple, ou pas? Qu'est-ce qu'on prend en compte? Est-ce qu'on peut faire ça? Il y a beaucoup de gens qui sont opposés pour des raisons morales, qui sont dans ces cercles-là. Est-ce qu'on peut arriver vraiment... il y a tout un ensemble de questions qui se passent. Et il y a de très nombreux comités d'experts aux USA qui vont travailler ces questions. J'espère que l'habilitation à diriger les recherches de Soraya Boudia est basée sur le développement sur le dépouillement de tous ces comités d'experts et de comment ils ont travaillé et de ce qu'ils ont et de comment de tous les débats qui les ont animés pendant une quinzaine d'années. Et il y a eu vraiment beaucoup d'investissements à la fois de l'État et des industries, de tout un ensemble d'industries type nucléaire, chimique, aérospatiale, pour faire travailler des milliers de personnes sur ces questions-là. Et avec deux logiques qui vont être développées. Donc une première logique qui va être l'idée que finalement les risques, il y a aussi toute une dimension de perçu. Et ça, il y a tout un ensemble de gens qui viennent de la psychologie sociale, enfin des gens des sciences humaines et sociales, et que finalement le risque n'existe que s'il est perçu, et qu'il n'y a pas de risque s'il n'est pas perçu, mais ça va être un mouvement très important, et qu'il faut juste tout l'enjeu, c'est de rendre les risques acceptables. Et donc de créer des cultures du risque, de créer tout un ensemble de choses. Et donc il y a tout un mouvement de sciences sociales qui va être inscrit là-dedans et qui va travailler avec les pouvoirs publics, avec les industries. Et cette idée de comment est-ce qu'on rend les risques acceptables, socialement acceptables, c'est là vraiment l'enjeu. On le retrouve beaucoup maintenant. Et il y a beaucoup d'industries et d'administrations qui pensent encore que la solution au problème des risques, c'est de les rendre acceptables. C'est vraiment présent et ça nourrit encore beaucoup de travaux dans les sciences sociales. Sans se rendre compte de l'origine que les gens se rendent compte de l'origine et des enjeux et des trajectoires de cette notion de risque acceptable et de ce qu'elle rend politiquement, de certains usages de la question de culture de risque, etc., etc. Et il va y avoir un autre type de travaux, ils vont ensemble, qui vont être faits. C'est l'idée d'élaborer une méthodologie de quantification des risques, de coûts et des bénéfices qu'ils engendrent. Et le dernier push va être donné par les industries de la chimie américaine. Il y a 150, je crois, ou 175 entreprises qui vont se regrouper ensemble dans l'American Industrial Health Council. En 1977, qui vont dire bon, maintenant ça suffit, il nous faut quelque chose, et qui vont pousser à ça ce qu'on appelle le Headbook, qui est aujourd'hui le manuel de base, la Bible de toutes les agences d'évaluation des risques au monde, dans tous les domaines que ce soit, et qui a ensuite été retravaillé évidemment. Et l'idée, c'est d'avoir une méthodologie générique. Donc c'est un instrument pour le coup d'évaluation des risques, de quantification des bénéfices, de quantification des coûts engendrés, ces coûts incluant les vies humaines,
qui ont un prix auquel on attribue une valeur financière. Et donc, on va avec l'idée aussi qu'il faut séparer l'évaluation de la décision, parce que la décision est publique, etc., etc. Mais dans toutes les formes d'évaluation, il y a une anticipation de la portée. Donc, ces séparations sont très souvent... et la manière dont on construit les outils mêmes, qui sont de ces évaluations, de la manière dont on fait l'évaluation des risques, puisque c'est des méthodologies standardisées, contiennent tout un ensemble de biais. Alors ça, c'est une méthodologie générique pour tous les secteurs d'activité qu'on peut imaginer. Pour les questions des substances chimiques, une partie de ces méthodologies d'évaluation concrète de la toxicité, par exemple, de l'exposition, vont être construites aux États-Unis et à l'OCDE dans les années 70. Et ça va prendre le nom de Good Laboratory Practice aux États-Unis, des guidelines de l'OCDE en Europe. C'est l'OCDE qui va le faire pour l'Europe, ça va être utilisé en Europe. Et l'essentiel de toutes ces guidelines, ces méthodologies, sont développées à la fin des années 70, début des années 80. C'est une volonté de standardisation, mais en même temps, ces méthodologies posent déjà des problèmes au moment où elles sont construites parce qu'elles excluent certaines questions techniques, etc. Le choix des techniques retenues, des méthodologies ont des biais parce qu'elles sont plus ou moins protectrices, plus ou moins conservatrices, mais elles n'ont que très peu évolué depuis. Et aujourd'hui, une grande partie des conflits, ce qu'on présente comme des controverses, entre des groupes de scientifiques et des résultats produits par des agences de régulation ou des agences ou des industries, vient du fait que une grande partie de pas toute, mais une grande partie de la production de savoir dans les agences de régulation sur les substances chimiques et par les industries est faite suivant ces guidelines qui datent de la fin des années 80 et qui, de fait, n'ont pas intégré les nouveaux savoirs scientifiques, mais dans les protocoles, excluent tous les travaux qui ne répondent pas, quand il y a des revues de littérature, qui ne répondent pas à ces guidelines. Donc, excluent l'essentiel de la production scientifique. Et donc, on est dans un double niveau de problématique qui est très bien illustré, par exemple, la controverse sur le glyphosate actuel, qui est avec le CIRS, le Centre international de recherche sur le cancer, qui a fait une évaluation, qui a classé... C'est des évaluations très sérieuses, ils mettent beaucoup de temps, ils sont très lents, etc., etc. Mais ils ont classé le glyphosate, pas dans la catégorie la plus sûre, mais celle en dessous, comme en termes de carcinogène, qui normalement doit engager des actions. Mais l'EFSA, l'Agence européenne et la FDA, qui sont en train de réévaluer le glyphosate, en fait, considèrent que le glyphosate n'est pas carcinogène. Il n'a pas d'effet sur la reproduction, mais le CIRS ne s'intéresse pas aux questions sur la reproduction, mais il y a aussi des effets dans la littérature sur les questions de reproduction, malformation d'enfants, etc. Et la différence, on présente ça comme une controverse, mais c'est avant tout le CIRS travaille sur des revues de littérature très sérieuses, sur tous les papiers publiés, etc., avec différents types de méthodologies, différents types de questions, épidémio, toxicologie, etc., mécanismes toxicologiques. L'EFSA n'a retenu que des études faites par les industries suivant les critères de l'OCDE et des études qui ne sont même pas publiques. Et donc a exclu toutes les autres études sur lesquelles se base le CIRS, qui sont des études scientifiques publiées et revues de littérature. Et l'EFSA refuse de rendre publiques aussi ces études avec l'argument du secret industriel, qui en Europe ne peut pas être levé, contrairement aux États-Unis, dans certains contextes. Alors il faut des procès, tout un ensemble de complexes, peut être levé. Et un sénateur a réussi à obtenir 150 000 pages de documents internes de Monsanto, américain, produits par Monsanto depuis 30 ans sur la toxicité du glyphosate. Ça a été analysé pendant 2 ans par deux scientifiques qui considèrent que Monsanto a acquis au cours de ces 30 ans tout un ensemble de preuves et d'évidences sur de multiples effets du glyphosate. Cependant, ces scientifiques ne sont pas autorisés
à rendre public donc si vous voulez avoir un nouveau check par d'autres personnes, parce qu'ils ne sont pas autorisés à rendre public les 150 000 pages de documents. Il va falloir une nouvelle étape judiciaire pour pouvoir rendre public ces documents et que ce soit analysé par d'autres personnes qui confirment l'analyse de ces deux premiers scientifiques. Mais il y a quelquefois des possibilités. Ça ne veut pas dire qu'une fois que c'est révélé, qu'il y a des actions en justice qui aboutissent. Hein, c'est plus compliqué. Mais il y a beaucoup de choses sur les industries chimiques qui ont été révélées aux États-Unis qui sont impossibles dans d'autres pays parce que ce qui se passe, c'est que quand il y a des actions juridiques, on doit fournir les documents et les industries les fournissent. Même si maintenant ils emploient à grands frais ce qu'on appelle des record managers, qui sont chargés de bien veiller à que ne soit conservé que ce qui obligatoirement, d'après la loi, doit être conservé, quoi. Mais on a eu beaucoup de procès comme ça, donc je vais juste passer, parce que j'ai prévu beaucoup d'autres choses. Et donc, comme je vois que le temps, j'ai beaucoup trop parlé, je vais passer tout ça. Et simplement, on est aujourd'hui clairement dans un monde toxique. C'est pas moi qui c'est l'idée de toxic world. C'est un concept qui est né à la fin, qui est né dans les comment dire, qui est né dans des mouvements militants probablement dans les années 80. On n'arrive pas américain. Et qui a été repris comme catégorie d'analyse dans tout un ensemble de travaux en sciences sociales, et puis qui a aussi un succès assez important toujours dans des mouvements, dans des mobilisations. Mais ce n'est pas simplement ça, c'est aussi objectivé par des organisations entre guillemets très sérieuses, comme l'OCDE, qui a piloté au début des années 2000 une très grande enquête qui a impliqué tout un ensemble d'organisations comme l'UNEP, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, l'OMS, mais aussi des industries chimiques qui ont été très impliquées là-dedans. Donc ça s'appelle le Global Chemicals Outlook. Donc vous pouvez trouver le rapport final, mais en cherchant bien, on arrivait à trouver, moi j'ai récupéré, ils avaient du mal à sécuriser leur site, mais les rapports intermédiaires, enfin certains rapports intermédiaires en tout cas, qui n'étaient pas pour être publics. Mais même le rapport final, public, qu'on peut télécharger, est très très intéressant parce que ce qu'il fait, c'est ce qu'ils ont essayé de quantifier. Ils ont été très sérieux, ils ont essayé de quantifier tous les polluants, les contaminants, les substances chimiques de l'extraction, parce qu'il y a beaucoup d'activités minières pour produire des contaminants chimiques. Hein. Il y a du matériau de base. Et les mines, c'est des lieux, c'est des sources de pollution et des sources de contamination, quelles qu'elles soient, extrêmement importantes. Et puis dans le transport de ces matériaux, dans leur traitement, dans les usines, sur les sites, des riverains des sites, dans les utilisations, les déchets, etc. Ils ont essayé de vraiment quantifier tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et ils l'ont quantifié d'abord économiquement, hein, on est à l'OCDE, on a des industries, ce que ça représente. Et leur première conclusion, c'est... voilà, donc ils ont essayé de quantifier, donc on ne sait pas quel est le nombre de substances chimiques qui ont été mises sur le marché. Déjà, ils n'arrivent pas à identifier eux-mêmes. Voilà, REACH, il y a 143 835 produits chimiques qui sont en attente d'évaluation dans le cadre de REACH. Donc, vous savez, le système européen d'évaluation où toute substance est supposée être évaluée. Mais en fait, il y a des systèmes de classification qui sont mis en place. Et pour l'essentiel des substances, ce seront des évaluations vraiment très légères. Donc, il y a très peu de substances qui arrivent à des niveaux d'évaluation un peu plus sophistiqués. Voilà, mais on a des estimations de ce type-là. Voilà. On a des tas de données comme ça qui sortent sur...
Et l'idée aussi, c'est qu'on ne sait pas les quantités, alors aujourd'hui, mais aussi qui sont accumulées sur le temps, que c'est impossible à faire, mais on a aussi peu de connaissances finalement sur les effets humains et environnementaux de tous ces contaminants. Donc ils reconnaissent tout à fait que voilà, il n'y a qu'une toute petite partie des éléments qui ont été mis en place. Et malgré tout, malgré cette reconnaissance, voilà, on sait que, par exemple, aux États-Unis, une évaluation basse, on a donc 700 000 tonnes annuellement, enfin en tout cas en 2006, de substances carcinogènes qui ont été déversées aux États-Unis. C'est 857 000 tonnes c'est leur évaluation de substances qui ont des effets sur la reproduction et le développement, etc., etc. Donc ils ont des évaluations de ce type-là dans certains lieux, en prenant des estimations basses parce qu'ils ne prennent que les données dont ils sont sûrs. Donc c'est vraiment, comme on a beaucoup de méconnaissances, c'est vraiment important. Mais ce qui est important aussi dans ce document, c'est l'idée que de toute façon, on est dans ce qu'ils appellent the intensification, ce qu'ils appellent l'intensification de la chemicalization, ils appellent ça comme ça, of all economies, va continuer à s'accélérer. Et que c'est un fait, que ça ne peut pas être changé, et que le point de départ, c'est celui-là, c'est cette intensification du fait que toute l'économie dépend de substances chimiques, et si vous y réfléchissez, il y en a de partout, ne peut que s'accélérer et devenir vraiment... ne peut que s'accélérer, et qu'on ne peut pas arrêter ça. C'est le point de départ. Et donc, pour maîtriser ces effets sanitaires et environnementaux, on ne peut pas... penser à une diminution de l'accélération ou une limitation de l'accélération. Et donc finalement, ils tentent de proposer des solutions, mais qui sont des solutions qui ont été éprouvées depuis très longtemps et qui ne fonctionnent pas, parce que si c'est des solutions qui fonctionnent, ça veut dire arrêter des pans entiers d'académie ou changer de monde économique et industriel. Donc ils sont un peu dans une impasse. Ce rapport est très intéressant à lire parce qu'il montre cette impasse, un peu ce système. À la fois on reconnaît tout un ensemble de problèmes, que ces problèmes ne sont pas maîtrisés, ne sont pas maîtrisables, qu'il y a tout un ensemble de méconnaissances sur les problèmes qui sont potentiellement et qui existent, mais qu'en même temps, que toute l'économie, les matériaux bruts, je ne parle pas des matériaux transformés qui contiennent des substances chimiques de quelque nature ce soit, c'est déjà 10% du commerce mondial. Et donc, on ne peut pas retirer ça, on ne peut pas même le diminuer, on peut pas. Et donc finalement, les solutions sont un peu des pansements, des petits sparadraps sur quelque chose. Et donc on le voit bien dans ce rapport, dans cette contradiction absolue qui est reconnue même par une organisation comme l'OCDE et un ensemble de ses partenaires, quoi. Voilà. Et donc dans ce monde-là, finalement, ce que Soraya Boudier et moi avons appelé, il y a un nouveau mode qui a émergé. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas présent avant, mais qui devient dominant, c'est-à-dire que ce n'est plus le risque, finalement, qui est en train de se dégager comme discours dominant, ce n'est plus la maîtrise, même si on les trouve, on le trouve dans plein d'endroits, mais de fait, un nouveau discours s'élabore depuis peut-être le début des années 2000, avec des travaux, avec des lieux où on expérimente ce nouveau mode, comme Tchernobyl. L'Union européenne a financé des travaux importants pour expérimenter le développement de nouveaux outils dans des zones très contaminées, comme Tchernobyl, qu'on peut expérimenter dans des zones très contaminées comme les Grands Lacs entre les États-Unis et le Canada, où il y a beaucoup d'industries pétrolières, pétrochimiques, qu'on peut expérimenter aussi dans les Antilles françaises avec la contamination au chlordécone, qui sont des contaminations très durables. Puisqu'on vit dans un monde qui est contaminé, c'est un fait. Et donc, il faut trouver les moyens de s'adapter, donc de vivre avec
et d'organiser le vivre avec les contaminations. Et c'est vraiment pas simplement un discours, c'est pensé avec l'idée que voilà, il faut. Alors c'est des modalités très différentes. Comment est-ce qu'on imagine ce vivre avec? C'est le développement d'outils qui sont remis aux individus, et c'est à chaque individu dans ce monde très contaminé de gérer ses propres expositions et de gérer les propres risques. On lui délègue la responsabilité des propres risques qu'il est prêt à prendre. Et on va mettre en place des guidelines, par exemple, qui vont dire, voilà, si vous mangez tel poisson, là c'est près des Grands Lacs, c'est quelque chose qui est près des Grands Lacs, d'une zone du nord, donc de la frontière entre les États-Unis et le Canada, où il y a 2 siècles d'industrie chimique très polluante, donc c'est très très pollué. Et on explique, voilà, vous ne mangez pas ce poisson, parce qu'à cause des pollutions chimiques. Celui-là, vous pouvez éventuellement manger 1 fois par mois, mais pas plus. Ceux-là, vous pouvez éventuellement manger, etc. 2 ou 3 fois. Mais ça devient de plus en plus complexe. Par exemple, ne donnez surtout pas ce poisson à vos filles parce qu'il y a des populations indiennes qui vivent autour et qui se nourrissent de la pêche, à vos filles si elles ont, dès qu'elles entrent jusqu'à l'âge de 14, 15 ou 16 ans, qu'elles aient fini leur puberté, parce que sinon, elles auront des enfants, elles auront des garçons. Si un jour elles décident d'avoir un enfant, et qu'elles auront un garçon, ce garçon sera mal formé. C'est des effets perturbateurs endocriniens. On a des zones autour de ces grands lacs où il y a plus que 30% de garçons et 70% de filles. Dans certaines populations. Donc c'est exactement ce qui se passe sur les poissons, avec aussi des problèmes d'intersexuation qui sont extrêmement importants, mais ça fait partie, c'est qu'un problème parmi d'autres. Et donc, on demande aux gens, ou à Tchernobyl, tous ces travaux, où il y avait beaucoup de Français d'ailleurs, de scientifiques français qui ont participé, on a mis en place, développé des outils en disant aux gens, voilà, si vous sortez, vous marchez tant de minutes, tant d'heures, tant de temps dehors, votre niveau de contamination va être de temps. Si vous laissez jouer vos enfants, si vous mangez de votre jardin telle chose, votre niveau de contamination sera de temps. L'objectif, c'est qu'à la fin de la journée, vous ne dépassiez pas tant, ou à la fin du mois de contamination. Donc on retransfère sur les individus, on ne peut pas les déplacer, on ne peut pas décontaminer, la gestion d'une partie des effets et des problèmes. Voilà, donc c'est une forme de biopolitique qui est assez foucaldienne, mais qui est complètement détournée. Voilà. Et on a la même chose aux Antilles françaises. Il y a tout un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place, mais les dispositifs importants qui ont été mis en place, c'est ce qu'on appelle des éducations des populations à cultiver autrement, manger autrement, et où on leur explique si vous mangez telle ou telle chose, vous allez vous contaminer, si vous buvez telle ou telle chose, etc. etc. Et l'interdiction de tout un ensemble d'activités, notamment de pêche, parce qu'il y a aussi les bords de mer qui ont été contaminés avec l'arrivée et donc il y a tout un ensemble d'activités économiques qui ont disparu, mais on n'en propose pas d'autres, mais aussi c'est sur l'alimentation. Donc c'est vraiment les individus qui ne sont pas la cause des problèmes, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais qui doivent porter eux-mêmes et gérer. Et l'État et les industries polluantes considèrent que leur responsabilité, c'est simplement de mettre à disposition des outils de ce qu'on appellerait en anglais de self-management. Et ça, c'est quelque chose avec Soraya Boudia, on s'est beaucoup intéressé à ça, qu'on voit émerger à la fin des années 90 et qui se déploie dans tous les rapports internationaux qu'on a vus, dans les programmes de recherche qu'on a vus et dans des dispositions réglementaires. En France, la DGAL vous explique, vous ne le savez pas, mais qu'il ne faut pas que vous mangiez plus de 2 salades produites en Bretagne par semaine, 2 portions de salade produites en Bretagne par semaine, parce qu'elles contiennent trop de nitrates. Si vous en mangez plus, vous allez dépasser le taux de nitrate qui est considéré comme étant pas dangereux pour la santé. Donc voilà. C'est voilà, ce type de réglementation et cette idée de l'adaptation, vous le retrouvez, de la résilience, on le retrouve dans beaucoup d'endroits. Et cette idée que aussi les gens doivent vivre avec le risque, s'habituer avec le risque, développer des cultures de risque, donc est aussi quelque chose qui
Voilà, je vais arrêter là. Alors simplement, les 2 livres qu'on a fait avec Soraya Boudia en anglais, les voilà. Ils ont été réédités en poche cette année, tous les 2. Donc on a co-dirigé. Donc ils sont beaucoup moins chers qu'ils n'étaient en bac. Et ils sont aussi disponibles en version électronique. Et si on a un article de synthèse dans Histoire, Sciences et Savoir, donc dans le numéro 3, on a un article qui présente un petit peu l'idée des modes de gouvernement. Et la partie que je ne vous ai pas racontée, c'est dans un gros chapitre d'ouvrage que j'ai écrit moi, dans ce collectif dirigé par Pestre, sur ça s'appelle « Gouverner les substances chimiques dangereuses dans les espaces internationaux ». Donc c'est un gros, ça fait 120 000 signes, c'est un peu lourd, mais c'est des éléments que je n'ai pas présentés ici. Et que pour le coup, là, c'est mon travail à moi.